Bonsoir tout le monde, désolé pour le petit délai de mise en route. Reste avec moi Mohamed, ne viens pas loin, je vais te donner direct le micro. Et je m'excuse parce que du coup j'étais en train de régler un problème perso au téléphone, j'ai rajouté un petit peu de retard. Mohamed, merci de nous accueillir, je te laisse dire un mot pour la commune de Givors. Ouais, un tout petit mot. Merci à vous de venir, en tout cas, de faire votre comité syndical ici à Givors, en tout cas dans cette salle qui s'appelle Rosa Parks, qui est aussi la salle du conseil municipal, même si on n'est pas en mairie, mais c'est ici que nous faisons notre conseil municipal. Et demain soir, nous ferons notre conseil. Et dans cette maison Fleuve-Rhône, dans lequel il y a une salle d'exposition, une salle de conférence, notre service de la culture et aussi notre service senior. C'est un espace ici où se brassent des générations, à la fois des jeunes et des moins jeunes. Et on voulait que ça soit un lieu de vie. Et ça l'est. Et vous en faites partie aussi aujourd'hui, ce soir. Vous allez animer en tout cas cette salle. Quoi vous souhaitez un bon comité. J'espère que le quorum étant atteint. Oui. Voilà. Je sais que c'est un peu tardif. Je sais que pour certains, ça fait loin de venir de Quincieux jusqu'à Givors. Ça met un peu de temps. Mais bon, en même temps, vous le faites une fois de temps en temps. Mais les locaux, je pense à Jean-Philippe. Pour lui, c'est beaucoup plus près. Voilà. C'est pour une fois. Donc, Jean-Philippe est bien content. Bon, Livillers-Orbanais, c'est pas très loin non plus. Voilà. Donc, bon, à tous et toutes, en tout cas, bienvenue à Givors. Je vous souhaite un bon comité et en tout cas une belle réussite dans votre comité, en tout cas, et de bonnes décisions à prendre, en tout cas, et de bonnes adoptions et de libération. Merci à toi. Merci. Allez, sans plus tarder, après ce mot d'accueil de Mohamed Boudjelaba, maire de Givors, faire un petit préambule. Donc du coup, merci à toutes et tous de vous être mobilisés pour venir jusqu'à Givors, car tout le monde n'est pas à côté comme Jean-Philippe Chaunet. Oui, encore heureux, sinon ça aurait été beaucoup plus compliqué. Content de vous retrouver après mon absence du comité de mars pour une vilaine grippe. Je remercie les services et les élus qui ont pris le relais un peu au pied levé, mais ça s'est bien passé d'après les messages que j'ai reçus. On m'a même dit que je devrais être absent plus souvent parce que ça a été assez vite. Je remercie les gens bienveillants. Je plaisante. Au-delà de ces petites dérisions pour détendre tout le monde, même s'il me semble que tout le monde n'est pas tendu, loin de là, ce soir, je voudrais insister sur un sujet qui mobilise moi particulièrement depuis le début du mandat, c'est les sujets de précarité énergétique. Rappeler que l'énergie est un bien commun de première nécessité, indispensable pour assurer les besoins essentiels de la vie quotidienne et maintenir le lien social. Alors, depuis 2018, nos concitoyens les plus exposés subissent de plein fouet les impacts des prix de l'énergie, une hausse des factures bien plus importante que la hausse des salaires. Les factures d'électricité ont augmenté d'environ 40%, et celles de gaz d'environ 60% sur cette période. Des rénovations énergétiques encore trop peu nombreuses. Plus d'un Français sur 4 qui a eu des difficultés pour payer ses factures d'énergie en 2024. Des interventions pour impayés qui ont doublé en 7 ans. Je donne à titre d'exemple sur la métropole de Lyon, sur le fonds de solidarité et logement, on a voté 767 000 euros d'aide énergie pour 1942 foyers en 2024, ce qui fait à peu près 400 euros d'aide délivrée par demande. C'est un record, on n'avait jamais eu des montants aussi élevé par foyer. Alors même que le stop and go du gouvernement menace le dispositif MaPrimeRénov' pour l'année 2025, risquant d'empêcher des milliers de ménages de réduire leurs factures après avoir subi un coup de rabot substantiel dans le cadre du budget 2025. La précarité énergétique, elle, est un fléau qui continue de s'aggraver dans notre pays et qui touche indifféremment les personnes âgées, les jeunes, les familles monoparentales, les revenus médians et surtout les très précaires. Une précarité qui ne touche plus seulement les plus pauvres des plus pauvres de notre société. Alors nous devons poursuivre nos politiques d'aide en ciblant les ménages modestes et avoir un geste politique fort envers les plus précaires, car il n'y aura pas de transition énergétique sans justice sociale. C'est pourquoi je me mobilise et je mobilise le CIGERLI au niveau national pour obtenir une augmentation du chèque énergie,
C'est pourquoi ce soir, nous vous proposons des partenariats concrets qui concernent la lutte contre la précarité énergétique. Et parce qu'il n'est jamais trop tard pour agir, c'est ce que nous faisons. Voilà. On aura l'occasion d'en débattre un petit peu ce soir. Et puis je voulais profiter de ce comité pour remercier fortement les services pour leur travail opiniâtre. Ça montre la valeur et l'importance du CIGERLI et de ses équipes. Si Jean-Philippe sourit à cause de moi, c'est parce qu'il sait les sujets qui nous occupent depuis trop longtemps. Que ce soit sur des partenariats renforcés, comme on aura à voter ce soir pour la LTE 69, Solia, l'ALEC, que ce soit sur des nouveaux projets au bénéfice des communes, avec la centrale d'achat, avec un nouveau transfert de compétences éclairage public, avec la ville de Bron, un travail fin sur les finances pour favoriser les investissements, une capacité à ne pas lâcher sur des sujets complexes, avec l'accise électricité, avec le protocole transactionnel pour Roche-Taillé, avec le renouvellement de la convention avec Prids, ou encore rattraper notre retard sur les cracks de nos concessionnaires. Tout ça piloté et impulsé par notre DGS Christine Ramy et ses 2 DGA. Et puis je voulais aussi adresser mes félicitations à 2 personnes. À Fatima Béchard, que nous avons eu en stage chez nous au CIGERLI, qui fait partie du dispositif d'IRAL et qui a été embauché à la ville de Lyon, et à Enzo Rouméas, que nous avons eu en stage et en CDD et qui va intégrer l'année prochaine un cursus à l'EM Lyon. Il y a une expertise et des compétences au CIGERLI au bénéfice de nos membres. Et puis un remerciement tout spécial ce soir au secrétariat général, parce que le quorum, je crois qu'on l'a tout juste, mais ça fait 2 ou 3 semaines qu'elle s'acharne à réussir à faire venir les différents élus. Je trouve toutefois dommage qu'on ne soit pas plus. Je comprends que le mois de juin soit rempli, qu'on soit sur une fin de mandat. Mais vu le niveau d'investissement et financier qu'on réalise et le niveau de travail qui sont faits par les équipes, à minima, ce serait bien que les élus, délégués des communes et de la métropole se mobilisent. Je vous propose de démarrer réellement après cette petite intervention préalable, le comité, de vous rappeler les consignes habituelles avec à chacune de vos interventions d'attendre que l'on vous donne la parole et le micro. Vous n'oubliez pas de vous présenter en précisant également le nom de votre commune pour faciliter la retranscription. Si jamais vous partez avant la fin du comité, et ça ne sera pas enregistré, mais vous n'avez pas le droit ce soir de partir avant la fin, de vous signaler auprès du personnel aux tables d'émargement et remettez votre boîtier de vote, ce qui vous sera donc ce soir refusé. Et pour les boîtiers de vote, validez votre choix par OK pour qu'il soit pris en compte. Je le redis parce que après, sinon, on considère que vous n'avez pas voté ou c'est une fausse abstention, donc c'est dommage que ça remonte mal. Donc n'hésitez pas, 1, 2 ou 3 suivant ce que vous souhaitez voter, mais surtout appuyez sur OK. Les pouvoirs. Alors, Corinne Subaille me donne pouvoir ce soir, Gilbert-Luc Devinaz donne pouvoir à Anne Revéran, Mamadou Diallo donne pouvoir à Jean-Philippe Chaunet, Michel Castellano donne pouvoir à Dominique Régnier, Rémi Gazan donne pouvoir à Claude Basset, Philippe Nicolas donne pouvoir à François Joly et Alain Legras donne pouvoir à Véronique Giromagny. Merci Gilda pour les noms des dernières minutes. Le compte-rendu de désignation du secrétaire de séance, Monsieur Jean-Philippe Chaunet. Je ne sais pas, peut-être ton anniversaire, tu nous l'as caché. Non, absolument pas. D'accord. Le compte-rendu de l'activité du bureau, j'allais un poil vite, j'avais oublié de désigner le secrétaire de séance, qui s'est réuni le 23 mai 2025 avec 3 délibérations. Les conditions d'utilisation des véhicules de service et de remisage à domicile, l'approbation de la convention d'appui commun vidéoprotection sur le territoire de la commune de Caluire-et-Cuire et l'approbation de la convention pour la pose miroir de sécurité sur mât d'éclairage public. Vous voyez ce que vous échappez en ne participant pas au bureau. Et puis,
Hop, le compte-rendu de l'activité du président. Le 21 mars, nous avions un copie, l'éclairage public, entre Jean-Philippe Chaunet en tant qu'élu et moi-même et les services pour avancer sur les différents sujets qui concernent l'éclairage public. J'ai participé le 26 mars à un conseil d'administration d'Aura 2E. 28 mars, nous avions une CAO sur les marchés subséquents. 11 avril, une réunion de coordination réseau énergétique levier de la transition à la FNCCR à Paris. Le même jour, un bureau décisionnel et politique avec une présentation aux membres du bureau de la centrale d'achat et de la thématique Axis. Le 16 avril, Fort en Lumière à Fézin. Le 18 avril, une CAO sur les schémas directeurs d'aménagement Lumière. Le 25 avril, je participais à un conseil d'administration du cluster Lumière. Le 16 mai, une réunion interne sur un bilan des plans pluriannuels communes. Le 23 mai, un nouveau bureau décisionnel et politique. Le 3 juin, nous avions un rendez-vous avec la commune de Fontaine-sur-Saône avec monsieur le maire Thierry Pouzol et Olivier Bruscolini. Le 5 juin, conférence de presse Chèque Énergie. Je vous en parlais tout à l'heure à l'initiative de la FNCCR, du CNAFAL et de la sénatrice Denise Saint-Pé. On a pu réunir quelques médias pour redemander une optimisation du dispositif du chèque et une augmentation pour la prochaine période. J'avais aussi un conseil d'orientation des AODE de la FNCCR. Et enfin, j'intervenais sur le financement de la rénovation énergétique du patrimoine public lors du colloque Acté FNCCR. Une journée bien remplie. Le 6 juin, une commission générale du CIGERLI préparatoire à ce comité. Et le 6 juin, nous avons signé la convention Intracting avec la Banque des Territoires et son directeur régional, Philippe Jusserand. Et le 10 juin, pour celles et ceux qui y participaient ou pas, nous avons fêté les 90 ans du CIGERLI à Irigny. Ensuite, compte rendu des décisions, notification de 3 marchés, 2 de prestations de prestations intellectuelles et 1 de fourniture. Je parle trop vite, je cherche à rattraper le temps, ça ne sert à rien. Reconduction des accords cadres de travaux d'enfouissement de réseau pour les 12 prochains mois. Un arrêté de délégation de signature attribué au directeur du service conseil en énergie partagée. Voilà. Et puis, en décision finance, un acte modificatif créant une régie d'avance pour les achats de petits montants. Et en ce qui concerne le secrétariat général, un avenant de régularisation au marché de services 2315 relatif à la prestation d'assurance du CIGERLI, flotte automobile et risques annexes. Voilà pour les décisions. Les délibérations de ce soir, 12 en intérêt commun, 3 en compétences particulières. Je ne vous les lis pas, comme ça on gagne un tout petit peu de temps. Je vous rappelle les modalités de vote sur les délibérations d'intérêt commun. Métropole de Lyon, un délégué égale 8 voix. Les communes de la métropole de Lyon, un délégué égale 1 voix. Les communes hors métropole de Lyon, un délégué égale 2 voix. Majorité simple des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Délibération 1. Adoption du procès verbal de la séance du 14 février 2024. Non, je pense qu'il y a une erreur dans le titre en haut. C'est bien d'adopter le procès verbal de la séance du 19 mars 2025. Et du coup, je ne sais pas si vous avez des remarques ou des questions. Je ne pense pas. Donc, dans ce cas-là, je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée, je vous remercie. Les modalités de vote sur les délibérations d'intérêt commun, du coup, la métropole, un délégué égale 8 voix, commune de la métropole, un délégué égale 1 voix, commune hors métropole, un délégué égale 2 voix. Là, c'est un scrutin majoritaire renforcé, adoption aux 2 tiers des suffrages exprimés. Et cela concerne une modification des statuts avec un transfert de compétences éclairage public. Voilà, puisque du coup, il faut modifier la liste des membres adhérents à cette compétence. Et donc, nous vous proposons
ce soir de pouvoir accueillir au sein de la compétence éclairage public au 1er juillet 2025, donc d'ici quelques jours, la commune de Bron. Voilà, vous avez pu délibérer ou non en commune. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des besoins de précision. Eh bien, dans ce cas-là, je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie et nous sommes très fiers, très contents, sous les applaudissements nourris et nombreux de Philippe Perardel, d'accueillir Bron au sein de la compétence éclairage public. Et même si c'était déjà à 50% de points lumineux passés en LED, vu que c'est une grosse commune, on va avoir du job et c'est tant mieux. Marc, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. On est effectivement à plus de 50% de LED sur la commune, 4500, 5000 points lumineux, je crois, un truc comme ça. J'ai plus vraiment en tête le chiffre, mais je disais voilà, que le travail, la collaboration pour le transfert de l'activité est efficace et se passe très bien. Eh bien, tant mieux, et on peut remercier les services des deux côtés que ça se passe aussi bien. Ensuite, je vous représente les modalités de vote. La délibération d'intérêt commun, maintenant vous en avez l'habitude, mais pour la métropole, c'est un délégué égal 8 voix. Pour les communes de la métropole de Lyon, un délégué égal 1 voix. Et les communes hors métropole, un délégué égal 2 voix. Majorité simple des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. On passe aux actualisations des APCP existantes. J'excuse la VP Corinne Subaille pour son absence ce soir, donc je prends le relais sur les délibérations financières ce soir. Donc vous savez que depuis 2023, on est passé en modalité de gestion APCP et que dans un souci de bonne gestion et de bonne utilisation des crédits en fonction des autorisations de programme, on souhaite les réactualiser. Donc je pense que là, vous pouvez passer à la diapo suivante pour que les gens comprennent bien de quoi je parle. Sur l'APCP 2023-2026, on a une révision d'autorisation de programme de 2 millions d'euros qui, du coup, en fait, correspondent à des régularisations d'affaires à la hausse pour certains projets. Et concernant l'APCP 2025-2026, là, on a 4 millions d'euros de rajoutés pour cette enveloppe. Ça correspond à une dynamique de travaux qui est toujours aussi forte et qui du coup permet à la fois de répondre aux besoins des communes en termes de travaux tout en restant dans notre cadrage financier. Voilà, donc vous rappelez que ça fera 2 belles années, 2 belles enveloppes sur lesquelles on aura plus de 30 millions d'euros de travaux engagés. Est-ce qu'il y a des questions, besoin de précision? Voilà. Si pas la peine, je vous propose de passer au vote. Voilà, délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. On passe à la délibération numéro 4. Et là, vous ne voyez plus rien. Mais moi, j'ai une anti-sèche papier. Donc, je vais pouvoir avancer. Mais ça serait mieux que vous puissiez voir si jamais vous n'avez pas pris connaissance des différents éléments. Du coup, je meuble. Tu me dis que ça va revenir, mais on y est presque. Voilà. Et du coup, c'est une décision modificative numéro 1, mais qui est, somme toute, assez légère. Donc, en dépenses de fonctionnement, plus 120 000 euros. Et en recettes de fonctionnement, plus 120 000 euros aussi sur de la facturation aux opérateurs câblés. Sur les dépenses de fonctionnement, en fait, ça correspond au soutien que nous matérialiserons ce soir si vous votez favorablement en faveur des structures travaillant auprès des communes et des usagers dans quelques délibérations. Donc ça, vous aurez l'occasion de découvrir ou de poser des questions à ce moment-là. En tout cas, on l'a matérialisé dans cette décision modificative numéro 1. En ce qui concerne la section d'investissement, vous donnez 2 grosses informations, notamment sur les 1 175 000 euros
de travaux en cours où là en fait c'est un abondement de l'enveloppe bâti plus vers l'enveloppe travaux éclairage public dissimulation des réseaux. Et sur les 290 200 euros qui correspondent à des subventions d'investissement, là ça correspond en fait à du reversement de C2E qui est beaucoup plus favorable aux communes, qu'on n'avait pas forcément anticipé. Il y a eu pas mal de ventes de C2E sur le début d'année. Donc ça, c'est vraiment un plus pour les communes. C'est une dépense pour le CIGERLI, mais c'est un plus pour les communes. Voilà. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder les tableaux, mais j'en suis sûr que vous les avez déjà regardés chez vous, et je ne lirai pas les tableaux comme le fait Corinne. Voilà. Elle ne m'en voudra pas, j'en suis sûr. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Voilà, DM assez modique et simple. Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Délibération suivante, et là je vais laisser la parole à notre cher vice-président Jean-Philippe Chaunet sur le sujet de l'accise électricité. Merci Eric. Donc l'accise sur l'électricité. Bon, c'est quand même une délibération qui concerne à peu près 17 millions d'euros. Donc c'est pas quelque chose d'anodin. Le contexte qu'on vous a rappelé, c'est la réforme des anciennes taxes, notamment ce qui nous concernait au niveau des communes. C'était la TCCFE, la taxe sur la consommation finale d'électricité, qu'on percevait déjà via le CIGERLI pour toutes les communes. Et puis il y a aussi la taxe départementale, la CSPE. Et tout ça, ça a été remélangé et fondu en une seule taxe qui s'appelle l'accise sur l'électricité et la TICFE depuis 2022. Alors la différence, c'est qu'avant, c'était le CIGERLI qui s'occupait de récupérer cette taxe auprès des fournisseurs d'électricité, puisque c'est une taxe qui est prélevée par les fournisseurs d'électricité sur les factures d'électricité, notamment des clients particuliers et des petites entreprises pour une part de leur consommation. Et donc maintenant, c'est tout changé, c'est la DGFiP qui s'en occupe. Voilà, donc on espère que les contrôles seront faits comme il faut, parce que nous, au niveau du CIGERLI, on a fait dans le temps beaucoup de contrôles et on a récupéré pas mal de finances de certains fournisseurs qui ne nous les transmettaient pas. Voilà, donc j'espère que le pli est pris et qu'il y a réellement des contrôles sur ce qui est donné par nos fournisseurs. Voilà, donc on va parler de 2024 et ensuite de 2025. Pour 2024, là maintenant tout est calé. L'État nous a donné le montant qu'on doit percevoir ou qu'on a perçu. Donc c'est 16 884 176 euros. Le montant qui sera reversé, parce que je vous rappelle que le CIGERLI prélève 1% de ce montant pour l'ensemble des frais de gestion et de répartition qui sont faits en interne. Donc on prélève 1% et donc il reste 16 715 334 euros à verser. Et ces versements dans les communes, donc toutes les communes là ils attendent, hein, parce que c'est de l'argent quand même qui arrive dans nos budgets, et c'est fait en 2 versements. Voilà. Et en plus on a une régularisation de l'exercice 2022 qui concerne 1 94 852 euros. Voilà, donc pour 2025 et les années suivantes, donc il y a un arrêté préfectoral qui définit les montants à l'échelle de l'ensemble des communes du CIGERLI. Et nous, on se propose de faire une stabilisation des ventilations par commune, puisqu'on perçoit une enveloppe globale, de faire un premier versement de 50% du montant de l'année précédente en milieu d'année, parce qu'on n'a pas le montant en milieu d'année, bien sûr, et de faire le deuxième versement, diminuer des frais de gestion en fonction de ce qui nous est donné par les services préfectoraux. Voilà, donc ce que je vous demande d'approuver, c'est les montants qui sont versés au titre de l'exercice 2024, puis on a vu qu'il y avait un petit rajout aussi de 2022, et puis qu'on valide aussi les modalités de versement de cette part communale sur les années 2025 et les années suivantes. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Comme c'est suffisamment clair, je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie et les communes vous en remercient aussi. Je redonne la parole à Jean-Philippe Chaunet sur la stratégie de transition énergétique du territoire. Jean-Philippe. Merci. Donc, sujet suivant donc, qui va être en fait éclaté sur 3 délibérations, si je ne me trompe pas. Donc, je vais faire le chapeau. Donc, Eric en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure en parlant des personnes en situation de précarité énergétique. Donc, ça fera l'objet d'une délibération. Mais de façon plus globale, le CIGERLI souhaite s'impliquer plus dans les actions qui sont menées notamment par des associations pour aider nos concitoyens à mieux consommer l'énergie, à rénover aussi leur logement, et ceci aussi pour aider ceux qui sont en situation de précarité. Donc aujourd'hui, vous savez qu'on a déjà un partenariat avec l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie, et ça concerne du coup les 57 communes du CIGERLI qui sont dans la métropole. Voilà. Donc pour compléter ce dispositif et qu'il y ait une homogénéité entre les communes qui sont à l'intérieur de la métropole et les 8 communes qui ne sont pas dans la métropole, donc l'objet de la première délibération, ça sera d'adhérer à l'Agence locale de la transition énergétique qui couvre le département du Rhône en dehors de la métropole, pour que l'ensemble de nos communes aient accès à des services qui sont apportés par ces associations, et notamment des services qui concernent les populations, les habitants de toutes les communes du territoire du CIGERLI. Et enfin, de soutenir aussi l'association Solia, qui travaille de son côté sur les publics qui sont les plus fragiles et qui ont les plus de difficultés pour financer leurs dépenses énergétiques. Voilà, donc tout ça, ça rentre dans les compétences du CIGERLI qui concernent l'accompagnement des stratégies climat, air, énergie, puisqu'on a tous dans nos collectivités des plans climat, air, énergie territoriaux. Donc ça concerne l'accompagnement des usages dans nos bâtiments communaux. Ça, on est tous un petit peu habitués à entendre parler de ça. Mais ça concerne aussi le travail avec les CCAS, quelle que soit leur taille, puisqu'on a des CCAS importants dans les grandes communes et puis souvent des élus qui se chargent de ce domaine dans les plus petites communes. Donc c'est les aider à travailler et les orienter pour le fonctionnement envers les personnes en situation de précarité énergétique. Et puis bien sûr, tout ça, ça a un but. C'est pour tous nos habitants d'amorcer le financement des travaux de rénovation énergétique. Eric en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Et en appuyant particulièrement sur les personnes en situation de précarité énergétique qui en général n'ont pas les moyens de se financer des travaux, alors que c'est eux qui en auront sans doute le plus besoin. Et puis bien sûr, en fin de course, de rénover l'habitat et d'informer et de conseiller pour cette rénovation de l'habitat de nos habitants. Voilà, donc la première délibération va concerner l'adhésion à l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône. Et donc, je vous propose, parce que là, on va passer directement à ce qu'on adhère à l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône pour un montant qui s'élève à 243 €. On a bien négocié, parce qu'on a fait que la moitié de l'année. Donc, du coup, on adhère pour une somme toute modique, mais avec des actions qui peuvent être beaucoup plus importantes derrière. Donc il nous faut aussi du coup nommer des représentants du CIGERLI à l'Agence locale pour la transition énergétique. Donc moi je me propose en tant que titulaire et Eric Pérez en tant que suppléant. Et puis bien sûr on a prévu cette dépense dans nos comptes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques ou des observations. Allez, je te laisse faire. Allez, je vous propose, oui exactement, je vous propose de passer au vote, s'il vous plaît.
Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Pour la délibération suivante, pour prévention de conflit d'intérêts, je vais demander à Philippe Guelpa-Bonaro de bien vouloir sortir, vu qu'il est membre du CA de l'association Solia. Donc, comme on vous l'a indiqué en début avec mon intervention préalable et ce qu'a dit Jean-Philippe pour la partie chapeau de cette proposition de stratégie autour notamment de la précarité énergétique, il nous a semblé évident de conventionner avec l'association Solia pour un parcours de rénovation accessible à tous. Solia est une figure à la fois locale, régionale, nationale de ces sujets-là, avec une compétence que aussi Gerly nous n'avons pas pour traiter et accompagner les ménages en situation de précarité énergétique. L'idée, comme vous pouvez le voir dans la présentation, c'est d'accélérer le traitement des dossiers qui peuvent être bloqués en attente de subventions, d'identifier des ménages éligibles n'ayant pas sollicité les dispositifs existants. Nous, on avait essayé de travailler à partir des données, notamment des concessionnaires, en les croisant avec d'autres types de données socio-économiques pour essayer de trouver les poches de précarité, mais en fait c'est pas si simple et le mieux c'est de s'appuyer sur les gens qui savent faire, et Solia sait faire. Proposer un suivi adapté aux situations individuelles pour garantir l'aboutissement des projets, soutenir les personnes en précarité énergétique dans leurs projets plutôt que de payer les factures impossibles. Je vous ferai la liaison avec ce point un petit peu plus tard. Accélérer le traitement des dossiers, ça on l'a déjà dit. Identifier les ménages, voilà. En fait, c'est redondant, ça se répète. Je n'avais pas lu totalement, c'est pas grave. En fait, pourquoi je vous indique notamment de soutenir les personnes en précarité énergétique dans leurs projets plutôt que de payer les factures? Parce qu'en fait, on s'est inspiré d'un dispositif de nos collègues bretons avec qui on discute beaucoup d'Ille-et-Vilaine, qui avant, en fait, contribuait au fonds de solidarité logement du département d'Ille-et-Vilaine pour payer les factures. Et en fait, à un moment donné, ils ont fini par se dire... C'est bien, je l'ai dit tout à l'heure, on en a besoin, ça se voit sur les chiffres métropolitains, mais c'est aussi bien de pouvoir aller chercher et d'avoir du concret et de pouvoir accompagner les ménages vraiment en précarité financière et énergétique et d'aller les accompagner sur le reste à charge. Donc on a discuté avec Solia et là je remercie encore les services qui se sont mobilisés pour discuter, notamment avec Delphine Agier, qui s'occupe de ces sujets à la fois sur le territoire métropolitain mais aussi rhodanien et pouvoir construire en fait quelque chose qui existe déjà mais sur lequel ils avaient besoin d'un accompagnement, ce qui fait que, ils vont pouvoir aller chercher et cibler le financement d'une partie du reste à charge sur les ménages très modestes pour des travaux de rénovation énergétique. Et là, si vous voulez bien passer à la slide suivante, on le verra. Pour cette année, la proposition, comme c'est une demi-année, c'est de 20 000 euros. Ça permettra, je crois qu'en moyenne, ce qui pouvait rester pour ces ménages, c'était autour de 4 000, 5 000 euros. Donc, on ne va pas faire de la masse, mais on va aller et se servir de la compétence de Solia pour savoir qui sont les ménages qu'il faut accompagner dans un projet de rénovation qui leur garantira un habitat plus sain, un habitat digne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des besoins de précision? Eh bien, écoutez, c'est très clair ce soir. Je vous propose donc de passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité. Et maintenant, je vais laisser la parole à la vice-présidente Vinciane Brunel. Oui, alors avant de démarrer, comme il y a un peu plus d'élus en situation de déport, je vais les appeler. Voilà, comme ça on fait les choses carrées. Donc Pierre-Alain, il est déjà sur le chemin, Eric aussi. Doivent sortir aussi Nicolas Barla, Véronique Giromani, Anne Revéran et Philippe est déjà sorti. Donc voilà. Merci. On va pouvoir les critiquer maintenant en fait. Alors, donc, comme l'expliquait un petit peu Jean-Philippe dans le chapeau, donc la délibération sur Alex, c'est une troisième brique donc, de ce dispositif pensé et assez bien pensé pour justement un impact, quelque chose qui ait de l'impact au niveau de l'ensemble des communes.
L'ALEC, donc vous connaissez, accompagne depuis plus de 20 ans les communes et les habitants dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Là, il s'agit de renforcer ce partenariat avec une convention 2025-2028 autour de 4 axes structurants qui vous sont proposés. Le premier, c'est accompagner les habitants dans le parcours de rénovation énergétique de l'habitat, appuyer les CCAS dans l'accompagnement de la prise en charge de la précarité énergétique, accompagner à la sobriété des usages dans les bâtiments communaux et accompagner les démarches territoriales climat, air, énergie des communes de moins de 15 000 habitants. Alors, pour vous donner un peu des exemples d'actions, pour le premier volet, c'est essentiellement des actions d'information auprès des habitants pour se retrouver un peu dans tous les dispositifs qui sont quand même assez complexe et on sait que c'est un point compliqué quelquefois entre le déploiement de mon accompagnateur Rénov, les changements qu'on a pu suivre sur le dispositif MaPrimeRénov, les règlements et les évolutions autour du dispositif EcoRénov ou encore les changements réglementaires divers et variés pour les propriétaires, bailleurs et copropriétés. Enfin bon, tous ces dispositifs-là, ça demande quand même des accompagnements importants. Sur le volet CCAS, ça comprend notamment des formations à destination des travailleurs sociaux des CCAS et permettant de mieux accompagner les ménages en situation de précarité, mais aussi de l'accompagnement et dans la détection. Comme on le disait tout à l'heure, comme le disait le président sur Solia, on sait que accompagner à de la prévention, c'est toujours plus efficace et moins coûteux pour la collectivité. Sur le troisième volet, donc le côté sobriété des usages dans les bâtiments communaux, il y a la question de la formation d'agents municipaux sur les économies d'énergie des bâtiments publics, mais aussi des usagers des bâtiments publics, par exemple des associations qui utilisent ces bâtiments-là, avec des projets qui peuvent bien sûr s'adapter en fonction des bâtiments que les communes auraient ciblés et le type d'intervention, le type d'action privilégié. Et enfin, sur l'accompagnement des démarches climat, air, énergie, c'est pour accompagner les communes de petite taille qui ne sont pas nécessairement outillées pour mettre en place de telles démarches. Donc, il est proposé des accompagnements personnalisés, un petit peu pour définir les plans d'action, les indicateurs, le suivi et l'évaluation. Donc, plutôt des choses très intéressantes pour vos communes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au vote? Juste, oui, j'ai oublié de préciser. Donc là, c'est une convention pluriannuelle donc dont les montants seront votés chaque année. Le montant est de 90 600 € en 2025 qui sera inscrit au budget principal. Elles seront versées dans les conditions prévues par la convention partenariale. Et donc, comme je vous disais, chaque année, une subvention sera votée par le CIGERLI. Vous avez bien sûr tous les détails dans la délibération ou dans les annexes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, bonjour, Joëlle Séchaud de la métropole de Lyon. Je voulais savoir comment était faite en fait l'approche, parce que auprès des habitants qui sont en précarité énergétique, parce que les CCAS ont peut-être accès à certains habitants, mais pas à tous. Enfin, je veux dire, encore faut-il que les personnes se manifestent peut-être. Ou est-ce que cela concerne essentiellement des personnes qui sont en logement social, auquel cas ça passerait par les bailleurs? Voilà, moi ma question c'est comment on peut approcher ces personnes qui sont en précarité énergétique, donc des foyers modestes qui n'ont effectivement pas forcément les moyens de rénover, déjà de payer les factures, mais après d'investir dans la rénovation. Voilà, donc c'est cette approche qui m'interroge. Alors du coup, juste pour préciser, comme les élus, les principaux qui sont dans les projets sont en déport, à la limite, ils pourront répondre peut-être plus précisément. Moi, en tout cas, je pense que ce qu'il y a essentiellement, c'est comment on donne justement des clés, et je pense que l'ALEC là-dessus, effectivement, ils savent comment conseiller les travailleurs sociaux des CCAS pour repérer et croiser les données qui permettent de détecter des ménages qui sont, et je te passe la parole après, ça, qui sont en précarité énergétique. Et peut-être Jean-Philippe, si tu veux compléter, parce que dans le côté opérationnel, et surtout des élus de terrain qui ont déjà utilisé.
Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on a une convention avec la LTE et puis Solia pour couvrir l'ensemble du domaine. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est particulièrement difficile de pouvoir repérer des personnes qui sont en précarité. Alors, les personnes qui sont dans le logement social, il y a le bailleur social. C'est le bailleur social qui doit faire des travaux de rénovation. Ce n'est pas toujours facile de les obtenir des bailleurs sociaux parce qu'ils ont aussi des budgets qui sont limités. Mais là, on a l'habitude, dans toutes les communes, je pense, de travailler avec les services sociaux des bailleurs sociaux. Donc là, c'est peut-être déjà un petit peu plus facile de pouvoir les repérer. La difficulté, c'est effectivement ceux qui sont propriétaires. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont propriétaires. Et c'est cela qu'on essaye de repérer, d'une part avec les CCAS. C'est pour ça qu'il y a des actions avec les CCAS. Il y a les actions avec Solia, la LE, la LTE. Et puis après, on essaye de les repérer. Voilà. Mais il n'y a pas de recette miracle aujourd'hui pour y arriver. Voilà, je suis d'accord avec vous, c'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'on a essayé de couvrir le maximum de plages avec ces partenariats. Après, sur les petites communes, en fait, on est souvent vraiment très très proche du secours populaire et des Restos du Cœur, donc ça fait une autre entrée d'information. Et la plupart du temps, sur la précarité énergétique, c'est le secours populaire qui nous prévient. Excusez-moi, petite question. La subvention de 2024, elle était du même montant ou... Il n'y en a pas eu en 2024. Ah, il n'y en a pas eu Non, en 2024. c'était un partenariat, mais pas une subvention. D'accord. Tout à fait. Okay. Ouais. Bon, donc, c'est pas la peine que je vous demande le bilan de l'année 2024. Bon, d'accord. Okay. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est... Marc Bron, et du coup, parce que nous, dans les communes, on finance déjà la LEC. En fait, on subventionne en échange de services, hein, bien sûr. Et du coup, comment ça va s'articuler? C'est pas sur les mêmes prestations. Bah si. En tout cas, moi, ce sur quoi j'ai mandaté la LEC dans ma commune, c'est des sujets qui sont les mêmes que ceux-ci. Hein. C'est la rénovation énergétique, l'accompagnement à la rénovation, par exemple, des copros. Ils étaient hier soir à Bron. Enfin, voilà, c'est... Oui, alors... Si on paye moins cher... Oui, non, mais après, j'imagine que ce n'est pas le cas forcément dans toutes les communes, parce que là, il y a une idée aussi de mutualisation quand même, globalement, et notamment quand on parle de l'accompagnement sur les PCAET, ça vise aussi certaines communes qui n'ont pas l'ingénierie pour. Et je te passe la parole. Donc il y a exactement la même chose avec la LTE, puisque pour les communes qui ne sont pas dans la métropole, on finance aussi la LTE de la même façon. Donc on est tous dans la même situation, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a énormément de travail à faire et qu'on est tous les bienvenus, je pense, à financer ce type d'action pour qu'elle soit encore plus rapidement faite et qu'on puisse rénover au maximum et apporter des services au maximum à toutes les personnes qui sont concernées par ces dispositifs. Donc pour moi, c'est complémentaire, même si c'est sur les mêmes actions, parce que ça en fera plus et ça traitera plus vite ces problèmes. Merci. Je vois plus de questions. Donc je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Eh bien, merci. 46 pour, à l'unanimité. Et on va faire rentrer, voilà, de nouveau, les personnes. Et je ne sais plus ce qui vient après. Ah, les 250 ans du musée Ampère. Donc c'est Eric qui le présente, donc on va attendre qu'il rentre. Merci pour ce vote. Et on t'attend pour la délibération sur les 250 ans du musée Ampère.
Merci. Du coup, délibération numéro 9. Le soutien pour la célébration des 250 ans du musée Ampère. Donc l'idée, et vous le savez, on soutient le musée maintenant depuis plusieurs années. Cette année, c'est les 250 ans d'André-Marie Ampère, en tout cas son anniversaire. Et on vous propose donc d'accompagner ceci par une contribution exceptionnelle de 1 000 €. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques à ce sujet. Je n'ai pas l'impression. Je vous propose donc de passer au vote. Voilà, il reste 4 secondes, je crois. 3, 2, 1. Délibération adoptée à l'unanimité. Pour la délibération numéro 10, je vais laisser la parole à notre vice-président Iklef Chic. Bien, bonsoir à toutes et tous. Alors voilà, comme vous le voyez sur la slide, il s'agit d'aborder la question de la centrale d'achat. Alors, comme il est indiqué, une centrale d'achat aussi Gerly, pour offrir quoi? Alors, cette centrale d'achat va nous permettre de proposer une nouvelle offre de services dans le domaine de la transition énergétique. Alors l'idée, c'est de faciliter la vie des communes, comme vous l'aurez compris, en agissant rapidement grâce à des marchés prêts à l'emploi et en bénéficiant à des tarifs très attractifs, très avantageux. Alors attention, très intéressant, plus de contraintes. C'est-à-dire, je m'explique, les marchés sont pensés pour répondre à vos priorités et à vos besoins. Le syndicat accompagnera toutes les communes qui le souhaitent avec des conseils et des marchés adaptés à leur réalité locale. Voilà, donc c'est vraiment du sur-mesure, si je peux le dire ainsi. Et pour couronner le tout, le CIGERLI assurera l'intermédiaire avec les prestataires en fonction de vos retours, suivra les obligations des titulaires et défendra les intérêts des adhérents. Alors, je n'attends pas de réaction de votre part, en tout cas pas tout de suite, mais enfin tout de même, je pense que... Hein, voilà. Alors, nous lançons cette centrale. Voilà, je vois que la slide a changé. Merci. Nous lançons cette centrale avec 3 premiers marchés. Alors, les marchés seront les suivants. Donc, isolation des toitures, programmation de travaux et illumination. Après le vote, il y a plus forte raison, après le teasing que je suis en train de vous faire, je vois que la salle est très... voilà. Le processus pourra être lancé et ce comité marquera présentement le point de départ de la campagne d'adhésion. Donc là, voilà, je pense que ce serait très important que vous soyez attentifs parce que ce que montre cette slide, c'est que dans les prochaines semaines, nous allons recenser vos besoins pour ces marchés. Il s'agit d'une étape importante car elle permettra de s'assurer que les marchés soient vraiment adaptés à vos projets. Voilà, je tiens à insister là-dessus. Slide suivante. Alors, concernant la participation aux frais, peut-être qu'il y aura plus de réactions. Alors, nous avons choisi un modèle économique simple et équilibré qui repose sur une tarification adaptée à la taille des collectivités. Et cela par l'usage d'un outil de progressivité, je le crois, comment dirais-je, avantageux au point d'en oublier les effets de bord. Car parmi les outils de progressivité, on a souvent ce genre d'effet, et puis je crois que les avantages seront tels que vous pourrez, à mon avis, les oublier. S'il en était besoin, et je crois que oui, je le rappelle, l'objectif est d'encourager les petites communes à adhérer sans pour autant pénaliser les plus grandes. Comme vous le voyez, les droits d'entrée sont gratuits. La seule participation demandée concerne les marchés que vous souhaitez réellement utiliser. Et si je peux le dire ainsi, nous sommes plus dans le sur-mesure, nous sommes plus cette fois-ci dans le sur-mesure, mais nous sommes plus dans le fait main, dans le cousu main. Parce que vraiment, vous allez vous y retrouver. Je le dis vraiment sans vouloir faire preuve d'immodestie sur cette centrale d'achat. Cette participation, vous l'aurez compris, reste très modeste. À titre d'exemple, pour les marchés d'illumination festive,
Le ratio de participation sur dépenses est de l'ordre de 0,8%, quand ailleurs, le ratio pouvait s'élever jusqu'à 5%, voire même 6%. La centrale est conçue comme un outil durable qui bénéficie dans sa phase de lancement du dispositif financier LNA et trouvera ensuite son rythme de croisière au fil des adhésions. Et sans vouloir vous abreuver de chiffres, moi j'aimerais bien que vous en reteniez 2. Et en fait, j'ai envie de dire 1 suivant la strate de votre commune. 450 € par marché pour une commune de moins de 15 000 habitants. Et 950 € par marché pour une commune de plus de 15 000 habitants. Alors vous voyez, voilà, c'est quand même assez clair et peu onéreux. Alors vous l'aurez compris, c'est pourquoi les communes ont tout intérêt à adhérer dès maintenant. Cela leur permettra d'accéder rapidement au marché dès leur mise à disposition. Et un point essentiel, adhérer aujourd'hui n'engage à rien. Voilà, je le dis, je le répète, et je pense que c'est important que ce soit un point que vous reteniez. Cela ne vous engage donc ni financièrement, ni à utiliser obligatoirement les marchés. Voilà. Mais cela vous ouvre la porte à une offre construite sur mesure pour vous. Enfin, pour votre information, un webinaire se tiendra le 9 septembre. Vous recevrez donc dans les prochains jours une invitation pour vous y inscrire. Et je remercie pour ce travail de centrale d'achat qui a été un chantier colossal. Caroline Couturier ici présente, Vivien Genet ici absent, et Claire Topenot. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Chic. Est-ce que vous avez besoin de précision, des questions? A priori non. Je vous propose, si, voilà, ça peut pas être un bon comité si on n'a pas une question de marque. Non, mais c'est une question. Mais j'étais pas là, moi. C'était une question taquine. C'est quoi les illuminations festives si c'est pas les illuminations de Noël? On va les mettre quand? Non, tu non, peux. Je me permets la question parce que j'ai vu sur le slide passer des illuminations de Noël aux illuminations festives. Donc je comprends que la centrale ne permettra que de commander des illuminations festives. Bon. Je suis pas sûr de répondre à ta question, mais je vais quand même essayer. En fait, ce qu'on propose, nous, c'est pas avoir justement juste la possibilité d'avoir les illuminations de Noël. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est utiliser notre marché pour faire pose-dépose. Il n'y a pas une grosse haute valeur ajoutée pour le Cigerli là-dedans. Et encore, c'est un élu qui le dit, c'est pas les services qui trouvent que... voilà, je n'irai pas plus loin. C'est de proposer des illuminations qui peuvent être en fait utilisées annuellement, donc qui ne soient pas juste le bonhomme de Noël, mais quand même une forme aussi de mise en valeur de l'espace public, qui ne soit pas juste la mise en valeur de la mairie, de l'église, mais qu'on ait un petit peu ce que proposent certains fournisseurs de lumière, en tout cas d'illumination, entre guillemets, de pouvoir animer la ville, mais pas uniquement sur la partie festivité de Noël. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, très bien. Bon, alors... Alors c'est la mairie, mais on a 6 fenêtres en façade avec des barres de LED. Donc pour la Saint-Patrick, on éclaire en vert. C'est pas Noël. Voilà, donc, et puis après on fait varier en fonction, on peut les faire en tricolore, c'est vraiment des petits trucs pas chers et ça rend bien. Voilà, donc c'est des illuminations festives puisqu'on est en bleu, blanc, rouge pour les 14 juillet. On est en bleu, je sais pourquoi, voilà, il y a différentes couleurs, en orange. Hein. Donc ça coûte pas cher l'achat et ça donne, voilà, ça rappelle à tout le monde. On fait la semaine en rose, bien sûr, forcément. Pour le cancer de la prostate, je ne sais plus la couleur que c'est. Je crois que c'est bleu. Ouais, non, c'est ça. On fait aussi le cancer de la prostate pour le bleu. Donc voilà. Donc c'est des petits trucs.
Merci Philippe, on a fait toutes les couleurs. Noël. Oui, oui, merci Noël Magot-Genet. Ce sera des marchés à bon de commande ou c'est les communes qui feront ces commandes? C'est le CIGERLI Est-ce que les services veulent bien répondre à cette question, qui ont beaucoup travaillé dessus? On peut même donner la parole à Caroline, du coup. Ce sera son baptême du feu en comité. En fait, je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépendra des marchés. Certainement beaucoup d'accords cadres à bon de commande, effectivement, pour que ce soit le plus simple possible. Et quand les besoins seront vraiment définis, que ce sera quelque chose d'assez classique à acheter. Par contre, sur des projets qui pouvaient être un peu plus complexes et au cas par cas, ce sera peut-être des accords cadres à marché subséquents. Voilà. Voilà, on aura une adaptation en fonction des thématiques. Du coup, si pas d'autres questions, là, je vous propose de voter. Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. C'était un projet qu'on voulait mener à bien dans cette année, qui a demandé une mobilisation des services, voilà, pour de la souplesse et de la réactivité au bénéfice de nos membres. Et délibération numéro 11, je vais laisser la parole à notre vice-président Pierre-Alain Millet. Donc c'est l'état des travaux de la CCSPL. Je pensais qu'on arrivait peut-être au crack, mais ils sont après. Donc on présente au 1er juillet de chaque année l'état des travaux de cette commission de l'année précédente. Elle s'est réunie à une reprise et a examiné principalement les comptes rendus d'activité de ELEC et gaz. Et donc vous en avez les résultats. Merci. Du coup, CCSPL habituel, une fois l'an, sauf que pour la deuxième année consécutive, on l'a reporté de fin 2024 à janvier 2025. Voilà, je vous demande de prendre acte de l'état des travaux de la CCSPL pour l'année 2024. Je vous propose de voter. Délibération adoptée, je vous en remercie. On va passer à la 12. Je vais essayer de faire moins long qu'en commission générale sur le sujet, mais j'avoue que ce protocole d'accord transactionnel et surtout le sinistre qui dure depuis plus de 3 ans maintenant à Rochetaillé-sur-Saône est un irritant du mandat. Et par rapport au maire Éric Vergia, moi c'est un petit irritant, mais je vais essayer de vous expliquer ça de façon synthétique, mais que vous ayez les éléments suffisamment précis pour comprendre. Donc, le 26 mars 2022, une portion d'un mur de soutènement situé rue des Pêcheurs à Rochetaillé s'est effondrée à la suite de la réalisation d'une tranche par la société Sobeca au pied du mur. Conséquence, la fermeture de 2 voies et l'interdiction d'habiter la maison du riverain propriétaire d'une partie du mur effondré. Ça, c'est la version très synthétique. S'ensuit depuis 3 ans, on va dire, une moindre mobilisation pendant la première année de l'entreprise qui a fait tomber le mur, tout en ayant quand même une voirie qui ne fonctionne plus à Rochetaillé-sur-Saône, qui n'est quand même pas une commune extrêmement étendue et qui a énormément de voiries en son centre, donc un impact quand même pour la commune et ses usagers. Une mobilisation du CIGERLI par l'intermédiaire du service juridique pour essayer de mobiliser à la fois le maître d'œuvre et aussi l'entreprise de travaux, solutionner qui était propriétaire au final de ce mur. Est-ce que c'était uniquement une des personnes? Est-ce que c'était 2 propriétaires? Est-ce que la métropole était en partie propriétaire du terrain? Jeu d'experts, du temps de perdu, petite pression mise amicalement auprès de Sobeca pour quand même essayer d'accélérer les choses. Éric Vergia, que je vois
au conseil métropolitain environ tous les 2-3 mois. On fait un point. Il travaille beaucoup avec Vivien Jeunet, notre service juridique. Au final, début 2025, proposition d'entrer dans un protocole d'accord transactionnel amiable et qui nécessite du coup ce soir que vous puissiez me déléguer l'attribution pour une réactivité plus grande. J'avais dit en commission que les mots étaient très choisis quand même. Réactivité plus grande au bout de 3 ans, c'est pas de notre faute, on fait vraiment ce qu'il faut, mais à un moment donné, et je pèse mes mots vis-à-vis de l'entreprise, faut se mettre au travail. Depuis, on s'aperçoit qu'on a des problèmes avec cette entreprise sur d'autres travaux, sur d'autres communes. Pas un écroulement de murs, mais des inondations sur des tranchées dues à des pluies assez importantes. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Aujourd'hui, on a une incertitude sur l'échéance des travaux, donc on aimerait un petit peu aussi pousser un petit peu plus loin avec les possibilités juridiques qui nous sont offertes. Mais tout ça pour vous dire qu'on n'est pas très satisfait d'une entreprise qui a quand même pignon sur rue. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Si pas de questions, pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie, on espère pouvoir avancer. Je vais laisser la parole à Jean-Philippe Chaunet sur un autre sujet qui nous a pris du temps, mais qui a abouti, lui. Oui, c'est à peu près aussi long que peut-être même plus sur le renouvellement de cette convention d'usage d'appui commun avec Prise Télécom. C'est un dossier qui a été finalisé hier, donc on est en direct, mais aujourd'hui c'est bon. Dès qu'on sort du comité et que vous aurez approuvé, j'espère, cette décision, on pourra signer le document avec Prise Télécom. Donc juste un petit rappel du contexte. En 2023, donc, il y a eu cession du réseau de communication électronique de l'EPARI à prise d'infrastructure. Et puis ensuite, il y a eu un protocole transactionnel de fin de service public, comme vous pouvez le voir sur la diapo, entre l'EPARI et SFR qui avait la concession du réseau jusqu'à cette date. Et ensuite, on a un avenant à la convention qui devait être fait depuis 2023 à la fin de la concession de SFR avec Prise Télécom. Cet avenant, on n'a jamais réussi à le signer avec Prise Télécom, malgré les nombreuses relances, discussions. Voilà, donc vous avez très bien compris que ça impactait aussi tout ce qui concernait les appuis communs, les mises en souterrain des réseaux quand il y avait des chantiers. Et donc on vous propose aujourd'hui de renouveler la convention, puisque de toute façon elle était échue en 2025, donc il fallait qu'on ne passe plus par la case avenant, puisque ça ne servait plus à rien, mais il fallait qu'on puisse la renouveler. Voilà, donc on a trouvé un accord avec Prise Télécom en reprenant le modèle national de documents qui a été mis au point par la FNCCR avec l'ensemble des opérateurs, parce qu'on ne peut pas avoir non plus un traitement différent entre tous les opérateurs qui utilisent le réseau électrique du CIGERLI. Voilà, et donc ce qu'on propose, mais je ne vais pas aller plus dans le détail parce que c'est quand même un petit peu compliqué comme dossier, même si on va enfin arriver à le faire, donc c'est d'accepter de renouveler la convention tripartite d'usage, donc tripartite parce qu'il y a bien sûr le CIGERLI, il y a bien sûr Prise Télécom, mais il y a aussi Enedis, puisque le réseau est exploité dans le cadre de la concession par Enedis, et de fixer la durée du renouvellement à 20 ans et en actualisant le tarif. Le tarif, je vous rappelle que c'est un peu plus de 30 €, donc ça doit être autour de 32 dans la nouvelle convention. Et c'est en cas où Prise Télécom utiliserait un nouvel appui, donc un nouveau poteau du réseau de distribution d'électricité, qui serait amené à nous financer cette somme des 32 € et quelques centimes qui viennent derrière. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est un long dossier. Moi, je remercie beaucoup les services. On l'a déjà fait, voilà, mais c'est clair qu'il y a beaucoup bossé sur le sujet, parce que
je ne sais pas combien de réunions elle a pu avoir avec Prise, combien de messages, avec SFR aussi, parce qu'ils étaient derrière, avec ceux qui se sont occupés de la fin du réseau de l'EPARI et de la fin de la concession, parce qu'il n'y avait pas que Prise Télécom, il fallait aussi savoir ce qu'ils avaient négocié pour nous sans nous le dire. Voilà, donc ça a été particulièrement long et difficile. Donc un grand merci Claire et tous ses services, et puis aussi un peu les techniciens qui ont un peu regardé la convention quand même, parce qu'il fallait quand même qu'ils regardent aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? C'est un long feuilleton qui s'achève. Du coup, on va passer au vote. Délibération adoptée à l'unanimité. Je vais en profiter pour m'associer aux remerciements de Jean-Philippe Chaunet auprès des services. Un grand merci, parce que c'est un sujet qui a pris beaucoup de temps et d'énergie, alors que ça reste un sujet annexe pour le syndicat avec des opérateurs qui ne sont pas commodes. Et Claire Topneau, quand elle est arrivée au CIGERLI, elle me dit « Ah, bah il y a un dossier, ce serait bien qu'elle puisse commencer à travailler dessus. » Elle ne savait pas dans quel doigt elle mettait clairement sur un sujet comme celui-là. Mais en tout cas, elle y a mis du jus de cerveau et elle a su faire valoir les besoins du CIGERLI et notre point de vue. Alors, je crois qu'en fait, la slide sur les modalités de vote aurait dû apparaître avant, puisqu'on n'était que 31 à être possible de voter. Je vous rappelle quand même que, du coup, pour ces dernières délibérations, la métropole de Lyon, un délégué égale 4 voix. Pour les 8 communes hors métropole de Lyon, un délégué égale 1 voix. Donc les communes de la métropole, c'est les élus métropolitains qui se substituent à vous. Majorité simple, adoption à plus de la moitié des suffrages exprimés, sauf mention spécifique dans les délibérations. Et du coup, pour ces deux dernières délibérations, je redonne la parole à Pierre-Alain Millet. J'ai un petit sujet amusant sur les conséquences de l'incendie dans une tour division Leclerc dont vous avez peut-être entendu parler, qui conduit à un arrêté d'interdiction d'habiter et donc au relogement forcé des 38 familles de la tour, qui est en cours et qui nous pose un certain nombre de soucis avec la préfecture. Juste pour vous dire, des fois, il y a des trucs compliqués à suivre. Et donc, j'échange des mails, en fait, excusez-moi. Donc, il s'agit de donc des CRAC, des comptes rendus d'activité des concessionnaires. Donc, nous avons 2 concessions électricité-gaz plus l'électricité pour EDF. Et là, nous avons donc le CRAC d'Enedis et le CRAC de GRDF. Donc, je vous rappelle que ces CRAC doivent être remis à l'autorité avant le, je ne sais plus combien, de juin, et que le 30 juin, et que dès qu'il est remis, on doit vous en informer et vous le remettre à la première séance du conseil qui suit, d'où cette information. Les CRAC nous ont bien été remis et puis à partir de là, les services organisent un travail de contrôle qui fait l'objet d'un rapport qui vous sera présenté plutôt à un comité d'automne. Voilà. J'ai longuement échangé parce que ça paraît un peu des fois bizarroïde pourquoi on a une présentation des CRAC. Alors évidemment, on vous présente ici en 2025 les CRAC 2024. Et en fait, on va vous présenter à l'automne les rapports de contrôle des CRAC 2023. Parce que bien évidemment, quand on a en juin 2025 le rapport 2024, il faut qu'on travaille pour faire le contrôle sur le rapport 2024. Et c'est pour ça qu'en fait, ce rapport, il sera présenté plus tard. J'avoue que j'aimerais bien si on arrive à construire un agenda qui permettait de réunir dans une même séance l'information de l'arrivée du CRAC 2024 et le contrôle du CRAC 2023, ce serait génial, mais il faut reconnaître que c'est une intention louable d'élus, mais la réalité concrète, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et donc on n'y est pas, peut-être on y sera un jour, mais on n'y est pas. Voilà. Donc pour l'instant, nous n'avons que l'information que les CRAC nous ont bien été remis. Il y a donc 2 délibérations, une pour Enedis, une pour GRDF. Non, mais il y en a 3, puisqu'il y a bien EDF aussi. Oui, il y a les 2 en même temps. Voilà. Non, mais en fait, c'est dans la même délibération. Le CRAC d'électricité donc d'Enedis pour la distribution d'électricité et le CRAC d'EDF pour la fourniture d'électricité au tarif régulé.
Alors, du coup, je pense que pour une prise d'acte sur le fait qu'on nous ait remis un document contractuel, vous n'avez pas forcément de questions. Donc, je vous propose de passer au vote. Voilà, délibération adoptée à l'unanimité. Et du coup, la même chose sur le gaz. Je ne pense pas que Pierre-Alain ait quelque chose à rajouter. Voilà. Sur le gaz, faut voir. Voilà, je vous propose du coup d'en prendre acte aussi en votant. Voilà, délibération adoptée à l'unanimité. Je précise que pour Enedis, j'ai dû me fendre d'un courrier la semaine dernière sur une publication anticipée du rapport alors qu'on ne vous l'a même pas proposé. Voilà, c'est juste que des fois, on va considérer qu'Enedis a des communications très maladroites, mais il y a nécessité quand même de faire les choses dans l'ordre et que les élus prennent quand même connaissance des choses avant qu'on publie des photos sur les rapports de contrôle qui ne nous ont pas été présentés. Voilà, je vais rappeler quand même qui est propriétaire des réseaux. On a fait le tour des délibérations. Donc, l'actu du CIGERLI à retenir quelques dates, 2 dates au choix, 30 jours et 3 juillet 2025 en début d'après-midi, avec un webinaire de présentation de l'offre d'ingénierie technique et financière dédiée au photovoltaïque, par Amandine Bergeron, notre chargée de mission dédiée aux énergies renouvelables. Le 9 septembre 2025, ça a été évoqué tout à l'heure par Iclef, de 11h30 à midi, un webinaire de présentation de la centrale d'achat et de ses modalités d'adhésion par Caroline Couturier, que vous avez pu entendre pour répondre à la question tout à l'heure, qui est chargée de mission marché transition énergétique. Et puis le 24 septembre 2025, ce sera notre prochain comité. Le lieu n'est pas à définir, ce sera à Villeurbanne. Voilà. Et donc, je vous propose de passer aux questions diverses s'il y en a, et s'il n'y en a pas, de conclure cette soirée par notre habituel moment convivial. Merci à toutes et tous pour être venus, sinon ça aurait été difficile de délibérer quoi que ce soit. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.